Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Avant de démarrer, je suis fier d'accueillir un tout nouveau partenaire sur On n'a jamais fait comme ça. Lucas. Lucas, une entreprise qui propose des solutions autour de la gestion RH et des dépenses collaborateurs. Alors Lucas, je l'utilise quotidiennement depuis 8 ans. Et ce que j'apprécie surtout, c'est le soin qu'ils ont apporté au design et à l'ergonomie des interfaces pour les rendre très faciles d'utilisation et sans faire l'impasse sur la rigueur métier des logiciels RH. Mais Lucas, ce ne sont pas que des logiciels de gestion RH. C'est aussi une entreprise atypique, indépendante d'esprit et qui n'hésite pas à expérimenter des pratiques managériales hors du commun. Et c'est sans doute ça qui m'a plu. Défier les normes établies comme je tente de le faire chaque semaine avec vous, avec On n'a jamais fait comme ça. Pour les découvrir, c'est très simple, lucas.fr, Lucca. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis à Clichy. Et je suis ravi d'être reçu par Aurore Baudry, HRVP de Foodles, dans ces superbes locaux. C'est une première, Clichy, pour moi. Pour être très honnête avec vous, j'avais jamais mis les pieds de ma vie à Clichy. Comme quoi, il y a un début à tout. En bon provincial que je suis. Et donc, je suis chez Foodles. Et Foodles, c'est qui ? C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la restauration d'entreprises connectées et responsables. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 10 ans, qui a été fondée en 2014, qui est certifiée B Corp depuis 2023 et qui propose aujourd'hui des solutions innovantes pour moderniser les pauses déjeuner des collaborateurs, notamment via des frigos connectés accessibles 24 heures sur 24, mais aussi des restaurants d'entreprise flexibles. Son offre repose sur une cuisine de saison, variée et équilibrée. Alors, je viens d'y déjeuner, donc je vous confirme, avec un fort engagement environnemental et sociétal. On va parler un peu de Foodles, on va pas parler de nourriture, on va parler de RH, on va parler de recrutement avec Aurore. Et un grand merci Aurore pour ton accueil et ta disponibilité. Comment vas-tu ? Très bien et merci à toi Florent de m'accueillir dans ton podcast. C'est avec grand plaisir. On va faire un épisode un peu spécial aujourd'hui. On va parler des tendances recrutement 2025. En tout cas, selon toi, ta vision, selon la vision d'Aurore. Ouais. Selon ton expertise, ton expérience et ce que tu ressens, ce que tu pressens, ce que tu vois. Pour commencer, et en tout cas avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important qu'on te connaisse un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu faisais avant Foodles ? C'est quoi ton histoire ? Alors mon histoire, moi je suis diplômée d'une école de communication, donc déjà rien à voir avec les RH. Okay. Et suite à cela, j'ai passé 9 ans en agence de pub, en agence de communication, en agence digitale. Je pense avoir tout expérimenté parce que je me cherchais un petit peu à l'époque. Et puis un jour, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené au recrutement. Okay. Donc j'ai intégré un cabinet de recrutement qui était spécialisé sur les métiers du digital, du marketing et de la communication. Ok, donc il y avait un lien par rapport à ton expertise et tes expériences précédentes. Ouais. Donc okay. Le glissement s'est fait par la connaissance des métiers sur lesquels je recrutais. J'ai passé 5 ans et demi dans ce cabinet avant de faire un petit peu de freelance pour expérimenter d'autres méthodes, d'autres types de structures, d'autres outils. Et c'est comme ça que j'ai intégré petit à petit l'écosystème des startups. C'est un univers qui m'a beaucoup plu. J'ai passé 6 mois dans une startup 100% tech avant de rejoindre Foodles. Donc en décembre 2021, j'ai fêté mes 3 ans. Donc décembre 2021 et donc je l'ai intégré avec une page blanche, avec un objectif de
création du département recrutement. D'accord, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de département recrutement C'était avant mon arrivée. externalisé ou... Exactement. Ouais, ok. Donc des RPO, des cabinets, d'accord. la formule classique avant de. Et donc je suis arrivée pour structurer ce département, mettre en place des process, mettre en place des outils, recruter mon équipe. Et puis surtout, réussir à tenir le plan de recrutement qui, déjà à l'époque, me paraissait ambitieux. C'était 80 postes annoncés en création et en fait, on n'a pas créé 80, mais plutôt 160. D'accord. Là, vous êtes combien aujourd'hui chez Foodles ? Au total, on est un peu plus de 500. Ah oui, et quand tu es arrivée en 2021, moi, grosso modo j'étais 130e collaboratrice. Ah oui, donc x3, plus que ça, mais x4. Belle croissance. En 3 ans. Oui, donc c'est hyper important. Oui, donc le volume de recrutement est quand même conséquent, quoi. Conséquent, avec une équipe de recrutement qui est aujourd'hui constituée de 3 personnes. Ah, vous n'êtes pas non plus une armée mexicaine. Non, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que... Il faut appeler des cabinets ou pas plus que ça ? Alors, les 2 premières années, assez peu. Quand on a fait appel à des cabinets, c'était pour des expertises très ciblées, notamment sur la tech, et parce qu'il y avait une problématique de bande passante. Oui, parce que forcément, ça met un peu plus de temps dès lors que tu t'adresses à la cible tech. Et un peu de RPO aussi. Mais c'est pas du tout la politique de la maison. Enfin, si on a créé ce département recrutement, c'est bien évidemment pour recruter par nos propres moyens. Ok. Et depuis quelques semaines, tu es passé HR VP, donc félicitations. Voilà. Donc c'est quoi HR VP ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu HR VP, donc Human Resource Business Partner. En gros, c'est du développement RH, de l'accompagnement des business partners. Donc quand on dit ça, c'est des managers dans leur justement leur croissance au niveau des effectifs, en termes de coaching. C'est aussi intervenir sur du disciplinaire. C'est une fonction qui va être un peu plus orientée juridique que je ne l'avais auparavant, puisque j'étais jusqu'ici concentrée sur l'attraction, la fidélisation des collaborateurs. Alors je vais continuer à travailler sur la fidélisation. Il y a aussi du projet RH dans ce périmètre-là. Et donc je vais m'occuper, moi, des populations sièges de Foodles. D'accord. Voilà. Ok, à Clichy. À Clichy. Où on se trouve aujourd'hui. Exactement. Ok. Avant qu'on parle toujours tendance recrutement, j'aimerais revenir sur la culture de Foodles. Comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui la culture d'entreprise Foodles, toi qui la connais bien, et comment est-ce que ça influence tes stratégies de recrutement ? Alors, déjà, la genèse de cette culture, elle a été travaillée et adoptée par l'ensemble des collaborateurs au moment justement où on a fait cette belle levée de fonds en 2021 parce qu'on a été tous conviés à participer à la définition de nos valeurs. Alors évidemment, la culture ne prend pas en compte que les valeurs, mais ça repose aussi en partie dessus et sur l'ensemble des éléments de la marque employeur. Et dans cette culture, voilà, on a des valeurs qui sont ressorties de manière assez directe, à savoir la convivialité, mais en même temps on est dans la food tech, donc toi-même tu as pu le ressentir ce midi, c'est quelque chose que l'on vit à travers notre produit. C'est aussi une volonté d'être hyper transparent dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on dit, et donc ça se matérialise par toutes nos actions. Et aussi, c'est un fort engagement sociétal et environnemental. Donc, tu l'as dit en amorce, on est labellisé B Corp depuis 2023. On est entreprise à mission aussi depuis 2022. D'accord. Ok. Et puis, on a un certain nombre de certifications de labellisation aussi qui viennent... pour lesquels on a été audité et pour lesquels viennent authentifier justement toutes ces choses qu'on a mis en place justement en termes de qualité. Et donc ce sont des éléments forts. Ouais. Toi, tu as le sentiment même le ressenti fort que ça touche à la culture. Les publics que tu vises quand tu approches ou quand tu as des gens qui candidatent. Oui. Est-ce qu'ils viennent aussi pour ces raisons-là ou est-ce que voilà, comment est-ce que vous quand tu poses la question à un candidat très bien, imaginons demain vous avez 2 propositions sur la table, c'est ma petite question phare de fin d'entretien. Quels sont vos critères, quels sont vos drivers, qu'est-ce qui va faire la différence entre ces 2 propositions ? Une fois sur 3,
j'ai quand même cet élément qui est lié à la quête de sens et notamment aux engagements RSE qui ressortent. Donc c'est lié à toute notre politique et tout ce que l'on met en place pour œuvrer au gaspillage alimentaire. C'est lié aussi à nos engagements sociétaux parce que voilà, on prône l'emploi durable. Tous nos livreurs sont en CDI chez nous. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'éléments très forts et qui font partie de l'ADN de Food Urge depuis toujours. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de nos salariés aujourd'hui qui sont très engagés. S'ils sont pas engagés, ils sont sensibilisés. Ok. Donc ça se retransmet. Quels que soient les métiers, parce que là on est à Clichy, on est au siège, donc c'est plutôt des métiers cadres, assimilés cadres, en tout cas qu'on peut imaginer au siège, mais vous avez aussi effectivement des fonctions non cadres sur le terrain, qui s'occupent des frigos connectés, de les remplir, de les maintenir. Enfin, j'imagine qu'il y a tous ces sujets-là. Ouais. Donc ce sont des métiers très très différents. Mais il y a aussi ces attentes-là aussi de ces populations-là. Oui, déjà on est sur de l'emploi durable, donc eux sont concernés directement par ces sujets-là. Ouais. Et puis ensuite, ils voient en fait nos actions. On a des associations caritatives aussi qui viennent récupérer des denrées alimentaires sur nos sites logistiques. Donc, ils voient nos actions, ils le vivent aussi à travers ça. Ok, très clair. C'est quoi les défis majeurs que tu as eu à mettre en place sur la gestion de ta marque employeur chez Foodals ? La problématique. Quand tu arrivé en 2021, tu vois. Ma problématique, c'était notre manque de notoriété. C'est simple, quand je publiais une annonce, moi j'avais 2 retours annonces. Qui sont ces gens ? Donc ça nécessitait pour le moindre besoin en recrutement qu'on mette beaucoup d'énergie sur la phase de sourcing, beaucoup de chasse et donc beaucoup de temps aussi. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a voulu travailler tout de suite. Donc je me suis attelée déjà à trouver un outil qui nous permette de compiler tous les besoins qu'on avait en termes de visibilité. Et donc, on a choisi un ATS qui nous permet d'intégrer. Tu bosses avec qui ? Je bosse avec Team Taylor. Tu bosses avec Team Taylor, ok. Ouais. Ah oui, je peux le citer, je les adore. Attends, je les adore. Non, c'est l'outil parfait parce que c'est un tout en un. Et donc, mon site carrière est intégré. Ça me permet aussi de travailler mon vivier candidat, de pouvoir publier régulièrement du contenu. Donc moi je suis une fervente de l'inbound marketing. Donc ça vient aussi de mes origines forcément en marketing. Formé et formaté, puis après tu l'as vécu en agence. Exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que ça se retranscrit aussi un peu dans cette volonté de faire venir à moi les candidats au lieu d'aller chercher. En tout cas, ça nous permet aujourd'hui de passer de ces 2 candidatures à plutôt 60-70 candidatures en 30 quoi. Ouais. Donc la donne a fortement changé en l'espace de 3 ans. Mais voilà, donc mise en place des bons outils qui nous permettent de faire un maximum de visibilité, de la notoriété avec des campagnes de communication, du média. Et notamment sur des populations très ciblées où on avait du volume, où on avait des besoins forts, tu vois, sur la tech ou sur nos employés de restauration. Donc là, on a utilisé ce type de solution. C'est ça, c'est principalement le problème de notoriété et d'outillage au moment de l'arrivée, quoi. Il y a un autre outil que tu utilises, tu pourrais citer, toi qui t'as changé ta vie. J'ai un pack d'outils qui nous servent bien. Moi, j'utilise aussi dans mon marketing mix la cooptation. Ouais. Cooptation, recommandation. Donc, on a un outil qui automatise tout. Là aussi, je peux citer les partenaires si tu veux. Mais c'est sponsorisé par personne. Si c'est sponsorisé par Lucas, le sponsor de mon partenaire, c'est bon. Lucas. Vous l'avez tous entendu à l'intro. Et ça tombe bien, en plus, c'est notre SIRH. Sérieux ? En plus, je savais pas. Donc oui, et nous, on utilise Trusty, en fait, qui nous a permis d'automatiser toute la partie cooptation en interne. Donc, on a effectivement choisi les primes qu'on allait attribuer en fonction des métiers. Au-delà de ça, ça va nous permettre d'avoir un suivi réel à la fois côté coopteur et coopté de son avancée dans le process. Ça nous permet d'avoir un vrai suivi chiffré et de la data. Là aussi, c'est quelque chose qui est clé pour moi, la data. Donc on a cet élément-là. Et puis, on a mis en place des challenges trimestriels où on fait gagner, évidemment, des petits de la restauration gastronomique pour les trois plus
grand coopteur avec un système de points qu'on attribue, etc. Donc voilà, le côté gaming fonctionne bien et c'est un levier qui aujourd'hui me permet de faire... Enfin, j'ai un taux de conversion là-dessus qui est entre 16 et 22% en fonction des mois. Ah oui. Donc c'est assez énorme. Ah oui, donc c'est important, ouais. Ouais, Okay. c'est un gros levier. Après, j'utilise tous les job boards gratuits qui sont inclus dans Team Taylor. Et en annexe, on va avoir des outils comme on a accès à la CVTech Indeed qu'on a pris parce que sur nos populations terrain, c'est indispensable. Ça a du sens. Ouais, c'est l'outil qui nous permet, enfin la plateforme qui nous permet d'avoir le maximum effectivement de CV qui fit avec nos besoins. On a mis en place énormément de partenariats aussi avec des acteurs locaux, des associations, forcément des acteurs comme France Travail, avec la PEC aussi, la mission locale. Enfin, voilà, donc ça c'est des acteurs avec lesquels on collabore beaucoup au quotidien. Et puis après le reste c'est de l'ordre plutôt de l'inbound parce que c'est beaucoup de contenu. C'est donc des contenus sur le blog avec des articles qui paraissent tous les 10 à 15 jours. C'est pas mal de prises de parole sur les réseaux sociaux aussi, avec de l'employé advocacy. On a formé nos sales notamment pour qu'ils soient plus à l'aise avec cet exercice-là. Ok, ouais. C'est une newsletter candidat qu'on a mis en place pour travailler le vivier. Tout le monde ne fait pas ça. Non. Et on a la chance, en fait, justement avec cet outil, avec Team Taylor, de pouvoir travailler notre vivier. Et donc, tu peux segmenter ton vivier, tu peux lui adresser des campagnes. Ça me permet d'adresser des campagnes de cooptation, mais ça me permet aussi d'adresser des campagnes liées justement juste à l'actualité et donc d'envoyer cette newsletter. Donc, j'ai pas besoin d'outils en dehors de mon ATS. Ouais, okay. C'est quand même hyper intéressant. Ça fait gagner du temps. Bon, voilà. Bah écoute, tout ça c'est chouette. Donc je vais contacter Team Taylor, Trusty Indeed pour leur demander un chèque maintenant. Voilà, exactement. Et moi je veux bien une petite ristourne pour 2025. C'est un bon sujet ça, les tarifs. Alors, on va parler des tendances recrutement 2025. Aurore, alors là la question va être très large. Puis bien sûr on va zoomer. Pour préparer cet échange, je t'ai posé la question en préparation, c'est quoi les grandes tendances qui vont transformer le recrutement en 2025 ? Alors je sais que tu as beaucoup travaillé, tu as fait des études, des recherches, des heures et des heures de travail. Et ben donc la question c'est, pour toi, quelles sont les grandes tendances recrutement en 2025 ? Alors encore une fois, c'est la question bien posée parce qu'elle est large. Oui, elle est très large. Et non seulement elle est large, mais en plus, je me rends compte que chez Foodle, j'ai quand même un budget et des outils qui me permettent de travailler correctement, et c'est pas le cas de nombre de recruteurs en France. Donc, avec cette chance-là, évidemment, il y a des tendances que j'observe qui sont très liées à mon scope. Ouais, ton écosystème aussi. Et mon écosystème. Je ne dis pas que tout le monde y aura accès, mais par contre, la tendance voudrait que tout le monde puisse justement utiliser ces outils ou ces tendances pour améliorer leur quotidien et juste améliorer l'expérience candidat. Ça repose, je te donne les 3 piliers que je vois en tout cas qui sont indispensables. Il y a évidemment l'IA générative qui nous aide grandement, et on va pouvoir rentrer en détail un peu sur ce qui arrive ou qui est déjà présent surtout. Moi j'en utilise déjà beaucoup. Il y a l'aspect data-driven qui me semble indispensable, et c'est vrai que on a longtemps été les dernières roues du carrosse côté data, on n'était pas pris en compte, et aujourd'hui on a des outils qui nous permettent de suivre nos data, de savoir exactement quels sont les KPIs à suivre, et de fait d'optimiser au mieux nos process. Et le dernier volet, c'est plus lié à la marque employeur. Ça fait des années qu'on en parle, mais ce serait bien qu'en 2025, cette marque employeur dont on parle tout le temps, elle soit vraiment activée chez tout le monde, que ça devienne en fait, en tout cas, une problématique identifiée numéro 1 dans les services recrutement, avec pourquoi pas l'intégration de profils un peu mixtes comme le mien, mais dans un contexte où on a de la pénurie de talents, la quête d'essence,
le besoin d'équilibre pro-perso, ces enjeux justement dont on parlait là sur l'éco-responsabilité. Et le fait d'avoir une culture d'entreprise forte, tout ça fait que tu te dois d'avoir une marque employeur aussi forte et qui véhicule tout ça en interne et en externe. Ok. Là, on est dans un marché économique qui est un petit peu plus tendu en ce moment qu'il y a un an ou 18 mois. Tu le ressens aussi, toi ? Nous aussi, on le ressent. On a plus de difficultés dans le sens où on met plus de temps à recruter certaines populations. Ah oui, ok. Et on a des populations, effectivement, sur lesquelles, tu vois, on a des postes ouverts depuis 1 an. Donc là, effectivement, ça pose problème. Ok. Alors, rentrons un petit peu dans les 3 tendances qui sont pour toi clés. L'IA générative, déjà, aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu l'utilises au quotidien, oui. dans l'équipe RH recrutement chez Foodles? Oui, alors oui, on l'utilise. Tu vois, on l'utilise et on a la chance, justement, avec notre ATS, avec Tim Taylor, d'avoir un certain nombre déjà d'options, de fonctionnalités qui sont automatisées et qui sont liées à l'IA générative. Il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie chez Deloitte qui explique justement que ça peut réduire de 50% le temps de recrutement. Donc ça, c'est à garder en tête. Et il y a Boston Consulting, justement, qui indique que ça représente 5 heures par semaine d'économiser. Donc je te laisse imaginer ce que tu peux faire 5 heures de plus dans la semaine pour t'occuper de tes candidats. Donc comment ça se traduit chez nous ? T'as de l'aide à la rédaction d'offres d'emploi. Donc là, ça fonctionne un peu comme un chat GPT, de toute façon. D'ailleurs, chat GPT aussi est un outil que j'utilise très 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 couramment. De toute façon, j'imagine que les moteurs, c'est dans Tim Taylor ça doit être, c'est un copilote. Je pense que c'est lié. Exactement, c'est le même principe. Donc l'aide à la rédaction d'offres d'emploi. Quand tu n'as pas d'offre d'emploi initiale, ça te permet quand même de poser les jalons et puis d'aller en discuter ensuite avec ton hiring manager. Ça permet de la synthèse de CV aussi, ce qu'on appelle le parsing CV. Donc là aussi, c'est un gain de temps pour les managers parce qu'ils n'ont plus besoin de parcourir l'ensemble des CV. Ils vont se contenter justement de ce petit résumé pour se dire je vais à l'essentiel, mais est-ce que ça fit ou pas avec mon besoin initial ? Tout ce qui est matching, ranking, scoring de CV justement par rapport à ton offre. Alors ça, Tim Taylor ne le fait pas encore. Mais il y a des outils qui font ça sur le marché. Tim Taylor nous permet, nous, de générer des scorecards. Donc dans le cadre des entretiens structurés, tu sais combien c'est important pour la qualité justement des process de recrutement. Et non seulement ça te génère des scorecards, mais ça te génère aussi des trames d'entretien. Donc quand tu as des hiring managers qui sont pas formés au recrutement, qui sont moins à l'aise avec cette appétence-là parce que c'est la première fois, c'est des primo-accédants, c'est non négligeable à mettre en place. Donc ça prend un peu de temps de tout initier, mais une fois que c'est là, c'est des templates qui existent et que tu n'as plus qu'à aller chercher dans ta bibliothèque de templates. Il y a tout ce qui est automatisation de prise de rendez-vous. Là aussi, quand tu sais que tu es coordinateur chef d'orchestre entre le hiring manager, le candidat et toi-même, et que tu dois avoir 3 étapes dans ton recrutement, si tu es sans cesse en train de dire est-ce que tu es disponible à telle heure et tel jour, s'il te plaît, et que l'autre te dit oui, mais non, mais moi je suis disponible là, non, en fait j'ai changé, je suis plus là. Bref, tu n'en sors jamais. Donc là, ça automatise tout pour toi. C'est lié à ton agenda Google. Et donc, tu ne t'occupes que de transférer un mail qui est automatisé, qui envoie l'accès au planning. On voit aussi apparaître les chatbots qui permettent d'interagir avec les candidats sur toute la phase en amont, justement, de la prise de rendez-vous, du premier rendez-vous, pour pouvoir répondre aux questions un peu FAQ que tu retrouves systématiquement. Et ensuite, tu as tout ce qui est personnalisation des messages de rejet aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du motif que je vais indiquer, alors j'ai des templates, moi, de mails de rejet, bien évidemment, mais en fonction de ce motif-là, il va pouvoir me générer un mail supplémentaire avec des excuses ou... des éléments un peu plus personnalisés. Des éléments personnalisés, complètement. Ok. Ouais.
Et ça aujourd'hui, tous ces outils d'IA générative, Ouais. c'est les outils que vous utilisez au sein de Foodles, Oui. mais que tout le monde n'utilise pas encore aujourd'hui. Non. Donc, quel conseil tu donnerais à tes collègues RH, recruteurs, dans l'IA générative? Est-ce que vous êtes formés, ou voilà, comment est-ce que toi t'as pris les choses en main? Alors, déjà, on a cette chance d'avoir beaucoup de ces éléments qui sont déjà intégrés. Ouais. Donc finalement, c'est à l'usage au quotidien et tu te rends compte que c'est un gain de temps, d'efficacité. Donc tu le mets en place et tu formes ton équipe pour qu'ils sachent bien les utiliser de toute façon. Et puis ça améliore aussi l'expérience candidat, la qualité des candidatures. Ça va réduire in fine ton coût de recrutement. En revanche, ChatGPT, c'est quelque chose qui est accessible à tous, c'est gratuit. Donc ça peut te produire exactement toutes les fonctionnalités que j'ai effectivement sur Team Taylor aujourd'hui. N'importe qui n'aurait pas accès à ces outils peut le retrouver. Si vous avez un Notion ou juste ChatGPT, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que tu te fais ton prompt en expliquant que tu souhaites recruter tel profil, voilà les critères indispensables et voilà la tonalité que j'ai envie de mettre et les éléments que je veux retrouver. Propose-moi une première job desk, il va te sortir une job desk. Après, à toi de la remodeler, etc. Du matching, moi, tu vois, donc j'ai pas d'outil de matching aujourd'hui, mais ça m'arrive de faire matcher en fait ma synthèse candidat post-interview. Je vais intégrer dans le ChatGPT ma synthèse, ma fiche de poste et après je lui demande de me faire un petit scoring. Ok. T'anonymises quand même le prénom et le nom du candidat, quoi. Oui, je mets pas ça. Je mets pas son CV. D'accord, tu mets pas le CV. Je mets ma synthèse. Ok. Donc synthèse que toi t'as fait toi-même. Ouais. Là, c'est pas ChatGPT qui te l'a fait. D'accord. Non, alors ChatGPT, je vais pouvoir lui demander de me faire une synthèse de faire une synthèse de mes notes éventuellement, tu vois. Ok. Tu n'utilises pas des outils comme Nuta, par exemple, qui permettent effectivement de faire de la transcription, tu vois? Non. Non, parce que justement, Team Taylor a aussi cette fonction. Ok. Mais Team Taylor fait tout. Ils font tout. Ils sont incroyables. C'est du délire. C'est un épisode que j'avais pas vu, sponsorisé par Team Taylor. C'est incroyable. Incroyable. Ok. Mais vraiment, ils vont me faire un chèque. Et quelle limite tu vois aujourd'hui à l'IA générative? Est-ce que t'en vois? Est-ce que tu... C'est juste la notion de RGPD derrière. Enfin, tu vois, quelle est la limite? Même nous, l'utilisation que j'en ai aujourd'hui, elle est relativement libre, mais du coup, elle est en termes de confidentialité, j'ai pas de limite, donc je ne sais pas ce qui serait véritablement dangereux pour l'entreprise. Enfin, c'était pas cadré, quoi. Ouais, parce que moi, c'est un peu la problématique. Je pensais à un sujet aussi qui est pour moi important, c'est les biais. L'IA générative, elle peut être biaisée en fait, sans forcément nous on l'est, de toute façon l'être humain l'est. Oui, bien sûr. Mais donc évidemment, l'objectif c'est de pas en avoir et d'avoir conscience de ces biais et de travailler dessus. Et comment est-ce que, quelle part d'humain tu laisses toi dans votre fonction recrutement et que tu ne veux surtout pas déléguer à l'IA générative aujourd'hui? Honnêtement, aujourd'hui, moi, le petit résumé qui est fait sur le screening, je m'en sers pas. D'accord. C'est plus pour tes managers. C'est pour mes managers. Ouais. Moi, je vais prendre le temps de parcourir le CV, mais surtout, j'ai mis en place des formulaires en amont. Quand la personne va candidater chez Foodles, elle a un formulaire à remplir avec des questions clés qui ont attrait aux compétences qui sont recherchées. Et donc, c'est ce formulaire qui va me permettre de faire mon pré-filtre en réalité. Ok. Avant tout. Ça, tu l'automatises pas? Le tri du formulaire? Non. Ça, tu vas le faire? Non, je le fais à la main. Ok. Ouais, je le fais à la main, ça me prend du temps. Ça prend encore du temps. J'ai pas encore automatisé le screening. Ok. Donc, sur cette tendance IA générative, j'ai le sentiment que vous êtes quand même plus en avance que la moyenne des entreprises. Oui, c'est sûr. Alors, certes, l'outil le permet. Vous n'êtes pas les seuls à avoir Team Taylor, mais je suis pas convaincu aujourd'hui que tous les recruteurs et tous les RH sont à l'aise, sont même formés avec ces outils. Non, mais par contre, je reviens dessus, mais vraiment, ChatGPT reste un outil gratuit.
et Je pense qu'il faut accessible le à tester. tous. Il Oui, faut le que- tester, il faut le pas tester. hésiter, il faut y aller. Et en fait, c'est assez simple. Une fois qu'on a testé 2-3 choses, c'est assez simple de le prendre en main, en fait. Oui. Et pour ceux et Et celles, de se parce que former, j'ai hein. déjà eu des gens qui m'ont dit, ouais, mais moi, dans ma boîte, ChatGPT, on n'a pas le droit, c'est machin. C'est même bloqué par le service informatique. Bah, je sais pas, tu l'installes sur ton téléphone, hein, parce qu'il y a une application. Exactement. Et tu peux, voilà, puis tu tapes pas ChatGPT, tu tapes Perplexity, puis il y en a d'autres, des outils. Donc, voilà. Et donc, moi, perso, tu vois, je suis plus Perplexity que ChatGPT, mais, parce que j'aime bien le côté moteur de recherche de Perplexity. Mais je pense qu'effectivement, il faut oser. Donc ça, c'était la première tendance. Donc la montée en puissance de l'IA générative était venue sur une deuxième tendance. Alors attends, je vas-y. voudrais compléter. Ouais, parce vas-y, que, pardon. Parce que dans l'IA générative, il y a aussi deux solutions là que j'ai testées et que j'ai trouvées hyper intéressantes. Donc autant en faire part. Oui, bien sûr. Qui sont sur l'aspect sourcing. Ok, vas-y. Sourcing de candidats. Donc il y a un outil dont on entend de plus en plus parler qui s'appelle Calent, Oui. que Ok. tu connais peut-être, Oui. qui te permet de venir concurrencer directement LinkedIn, hein, le géant de l'écosystème. Donc toi, Kalen, tu l'as testé. Moi je l'ai testé, j'ai fait partie des bêta-testeurs. Ok. Et tu l'as gardé? Et ben je l'ai prévu au budget 2025. Ok. Donc, j'attends l'accord de mon budget. Voilà, monsieur le directeur financier de Foodles. Exactement. Ok. Ouais, non, Calent, alors déjà c'est une enveloppe qui reste plutôt correcte compte tenu du temps que tu vas gagner dans ta phase de sourcing. Ça te permet, en l'occurrence, d'avoir accès à des candidats que tu n'aurais pas via LinkedIn. Enfin, moi j'ai une licence recruteur, j'ai fait ma chasse sur recruteur, je l'ai fait sur Calent. Je n'ai pas du tout les mêmes profils qui ressortent. La réalité, c'est que mon top 10 Calent est plus qualitatif que mon top 10 LinkedIn. Ok. Donc, et sur la même recherche. Hein. Ok. Tu vois, donc non, outil hyper intéressant et d'autant plus intéressant que lorsque tu utilises Calent, tu as déjà les coordonnées. Alors souvent, c'est des coordonnées pro parce qu'ils ont absorbé les coordonnées pro ou perso des candidats. Donc tu peux entrer en contact directement avec eux. Ok. Ils ont un système de messagerie sur place, donc tu peux faire tes campagnes de recrutement directement avant de le rattacher à ton ATS et de basculer tes candidatures pour le suivi du recrutement. Ok. Donc voilà, outil intéressant. Et j'ai découvert aussi People GPT. Ah, je le connais pas celui-là. Tu le connais pas? Alors People GPT, j'ai testé. Je ne suis pas convaincue par l'aspect recherche sourcing. Par contre, il y a un autre outil qu'ils ont intégré qui est hyper intéressant. C'est un volet Talent Insight. Donc sur ta recherche de profil, tu vas pouvoir avoir tes tendances marché, voir combien il y a potentiellement de candidats disponibles sur le secteur en question. Ok. Et ça, T'as un espace sur France Travail où tu as ça, hein, sur le site de France Travail, t'as des éléments là-dessus. alors l'APEC ils m'ont montré, ouais. Mais France Travail j'avais pas testé. Parce que France Travail, on travaille avec eux principalement effectivement sur nos populations opérationnelles. Je mettrai tous les liens, ouais. Mais ouais. Ok, bah, tu vois, je connaissais pas People GPT, donc je découvre. À tester. À tester. Ok. Deuxième sujet dont tu voulais parler, c'était les données, les data. Comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui au sein de Foodle sur la data? Est-ce que tu considères que vous êtes plutôt en retard, en avance sur le marché, dans le marché? Sur les data recrutement, où est-ce que tu vois les choses aller? Ouais. Alors, je pense que chez Foodle, on n'est pas en retard sur ce volet-là. En tout cas, sur la data recrutement, on a pas mal de données là aussi parce qu'on a beaucoup d'outils qui nous permettent de récupérer la donnée. Donc, ça nous permet de savoir quels sont les bons leviers à activer en fonction des métiers sur lesquels on recrute. Il y a beaucoup de KPIs qu'on va scruter. On regarde le time to fill, le time to hire. On va regarder, on surveille de très près aussi notre NPS parce que ça donne. Alors, j'ai un langage qui est tellement RH que j'espère que tout le monde le comprend. Vas-y, NPS, vas-y, dis. Le Net Promoter Score pour les candidats. Ouais. Et c'est quoi? Tu veux mesurer la satisfaction? C'est la satisfaction des candidats du process de recrutement, ouais. Alors qu'est-ce que tu appelles un candidat? Est-ce que c'est quelqu'un qui a candidaté une annonce et qui a une réponse négative parce qu'il était pas dans la cible, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu un parcours candidat? C'est à toi c'est toi qui choisis à quel moment tu veux envoyer
ton enquête, moi, je l'envoie à toutes les personnes qui ont à minima eu un échange avec l'équipe. Toi, c'est ton critère. Ouais. Ok. Premier échange, je veux avoir au moins un retour. Et ça nous permet d'évaluer à quel moment dans ton process il y a eu des problématiques rencontrées, ou parce qu'on a des verbatims aussi qui reviennent. Tu as une note, mais tu as aussi des verbatims, donc ça te permet d'ajuster avec les hiring managers les process, ou avec ton équipe pour les rendre plus performants tout simplement. Donc tu as ça qui est hyper important. Et après, on suit forcément le volume de recrutement, le taux de conversion, et justement les job boards qui performent le plus, parce que c'est là où on est en capacité aussi de mettre du budget supplémentaire s'il est nécessaire. Comment tu traces tout ça ? C'est toujours dans Team Taylor ? Ouais, une partie dans Team Taylor, mais j'ai un tableau de suivi en fait que je remplis chaque mois. Donc moi je suis ma data au mois. Ok. Et donc en fonction, ça nous permet d'ajuster, de voir où sont les problématiques. Tu me parlais de tendance. On entend de plus en plus parler d'un nouveau métier dans le recrutement qui est le RecOps. Donc on n'en a pas chez nous, hein. Tu peux expliquer ce métier ? Le RecOps, donc le recruteur Ops, il a pour objectif d'optimiser, de rendre plus efficace en fait l'ensemble des processus de recrutement. Okay. Donc c'est quelqu'un qui va analyser justement la data pour permettre des optimisations à chaque moment de ton parcours candidat. Ok. Et là aussi, c'est toujours la même chose, hein, c'est qu'on ne peut optimiser un process que si on le mesure. Okay. Donc sans mesure, sans data, tu ne peux pas améliorer quoi que ce soit. Et le fait d'avoir de la visibilité sur ta data, là, recrutement, si on parle de la data RH, c'est encore un autre sujet, oui. Mais sur la data recrutement, ça va quand même te permettre d'optimiser aussi la gestion de tes effectifs, et de savoir à un moment donné si tu as besoin de renfort ou non dans ton équipe, de voir quand tu as des équipes qui sont en souffrance ou pas. C'est mieux quand elles ne le sont pas, hein. De suivre la performance, la productivité de chacun, et puis de prendre des décisions aussi éclairées sur les choix de levier que tu vas prendre l'année suivante. Ouais, ok. Oui, tu as parlé, mais c'est plus large, effectivement, tu as parlé de la data RH. Ouais. Là, il y a des outils, je pourrais vous citer Reflect, par exemple, je ne sais pas si tu connais Reflect, de Léopold Adam, ouais. Que j'ai interviewé d'ailleurs sur ce podcast, je ne sais plus quel était le numéro de l'épisode, honnêtement. Oui, je l'avais écouté. Tu l'avais, voilà, c'est gentil. C'est toi. C'est moi. Soit c'est l'épisode 46 ou 47, enfin bref. Mais là, qui est plus large, effectivement, qui va sur la data, qui utilise, il y a les sujets de data recrutement, mais qui est vraiment sur la data RH au sens très très large. Data recrutement, tu vois, moi, avec mes clients, j'ai le sentiment que j'ai pas encore énormément de clients qui tracent tout ce qu'ils font et qui mesurent effectivement le ROI, en particulier des job boards. Ça, je pense que c'est un véritable sujet, hein. Les job boards, sont de super outils. C'est des outils qui sont assez onéreux quand même. Exactement, c'est des coûts importants. Donc, ouais, c'est coûts importants. Donc tous les ans, dans toutes les entreprises. Ouais, de connaître ton taux de conversion sur chaque job board. J'imagine que tu te poses la question tous les ans, et tu as dû te la poser là pour 2025. Je continue avec tel job board, pas tel job board. Est-ce que je garde Welcome ce jingle ? Et pourquoi ? Et voilà, typiquement, c'est ce que j'entends, parce que Welcome, c'est un super outil. C'est une super vitrine. Est-ce que c'est de la notoriété ? Est-ce que c'est pour voilà, est-ce que c'est le taux de conversion qui joue, etc. Voilà. Oui, non, mais tout doit être mesuré pour faire son choix. Et ça, ça c'est quelque chose que moi j'encourage chez les recruteurs, c'est de se dire, ok, je prends un outil, certes, mais quel ROI j'ai, en fait, exactement, réellement, parce qu'on peut les multiplier, les outils, hein. Enfin, les job boards, il y en a des quantités industrielles. Les ATS, là, tu as cité Team Taylor, mais il y en a 150 des ATS sur le marché. Donc pourquoi plus l'un que l'autre ? Enfin, qu'est-ce qui va m'apporter ? Voilà. Ça rend la fonction du coup plus orientée business et plus stratégique dans l'organisation. Et donc tout de suite, quand tu viens avec un ROI, on n'est plus une fonction support, quoi. Là, tu vois l'impact en fait de tes actions. Donc non, c'est important. Et tu vois, ça me fait d'autant plus penser à
je suis en train de recruter mon successeur. Donc il y a un poste. Il y a un poste à pourvoir chez Foodles. À et donc, dans ce cadre-là, je me rends compte effectivement qu'il y a des personnes qui ont beaucoup moins de moyens que je peux l'avoir et pas d'outils. Et c'est vrai que pour changer la donne, pour qu'on te prenne au sérieux, à un moment donné, il faut juste être en capacité de montrer ton ROI, quoi. Voilà. Il y a rien de plus simple que ça. Ouais, donc c'est la capacité aussi à faire changer des fois ton dirigeant, tes dirigeants, ta dirigeante, ton DAF sur l'importance d'être vraiment outillé pour faire correctement son métier, quoi. Et alors, je sais pas si je te pose la question à toi, mais tu me parlais de tes clients. C'est vrai que nous, le contexte, c'est qu'on est en hyper croissance. On a des volumes de recrutement qui sont importants chaque année, donc on se doit de mesurer tout ça. Je t'avoue que si j'avais que 20 recrutements dans l'année, je me poserais peut-être moins de questions. Oui, on est d'accord. Ouais. Donc ça, c'est aussi à contextualiser par rapport par rapport à la taille de l'entreprise, par rapport aux enjeux de recrutement. Enfin, honnêtement, si on a moins de 20 de recrutement, je suis pas sûre que voilà, il y ait intérêt à mettre autant d'enjeux. En tout cas, il y a d'autres priorités avant ça. Ouais, ok. Dernier sujet dont tu voulais parler, un sujet qui me tient un petit peu à cœur quand même, la marque employeur. Alors ça m'a surpris que que je le dise encore. Oui, parce que c'est pas que la marque employeur est morte, parce que je suis un peu mal, mais on en a beaucoup parlé effectivement en sortie Covid 2021, 2022, 2023. Mais toi, en 2025, tu dis ça, c'est encore un sujet qui est majeur. Pour moi, c'est encore un... Alors, non, les majeurs. Les groupes du CAC 40, ils ont pris le sujet. Clairement, ils ont constitué des équipes, ils ont des vraies équipes marketing au sein de départements recrutement. Ils ont des responsables marque employeur. Exactement. Là où c'est moins le cas, c'est pour des petites structures ou il y a encore des startups qui prennent pas cet enjeu en compte. Et je me dis qu'effectivement, c'est quelque chose qui aide tellement, en fait, les recruteurs. Parce que, encore une fois, quand on reprend le métier du recruteur et toute cette phase de sourcing qui est hyper importante, si tu as une mauvaise image sur le marché, ou tu manques de notoriété, en fait, tu as 0 candidature qui entre. Donc, c'est énormément de temps passé à chercher. C'est très chronophage et donc oui, pour moi c'est encore un sujet. Enfin, en fait, je peux pas entendre quelqu'un qui me dit non mais moi j'arrive pas à recruter s'il a pas travaillé sa marque employeur, en fait. Alors la question que je pourrais te retourner, oui, c'est moi j'ai pas beaucoup d'argent, je suis RH dans une boîte, j'ai pas des gros budgets. Comment est-ce que je peux travailler ma marque employeur sans que ça me coûte trop cher? Déjà, prendre la parole sur son compte LinkedIn, ça peut être déjà bien. Refléter en toute transparence, en totale authenticité, ce qui se passe et ce qui l'anime au quotidien. Pourquoi lui, il est dans cette boîte, pourquoi il a envie de recruter et pourquoi il faut le rejoindre, en fait. Donc, c'est véhiculer les valeurs de l'entreprise, c'est partager son envie de le rejoindre. Enfin, ça lui coûte rien. Les profils LinkedIn, il est gratuit. Oui. T'as pas besoin d'avoir un compte premium. Non, c'est pas pour prendre la parole. Voilà. Donc, ne serait-ce que ça, c'est 0 budget. Et déjà, tu fais un pas en avant. Et après, c'est du temps passé, mais constituer quand même un petit site carrière, c'est pas négligeable, parce que là aussi, tu vas véhiculer tout ce qui se passe en interne. Et pour aller plus loin, je pense que le blog reste un bon outil aussi, parce que là aussi, t'es libre t'es libre de parole. Tu peux dire, tu peux faire part en fait de toute l'actualité dont tu as envie, et même si encore une fois, ça va prendre du temps sur le temps de recrutement, mais ça t'apporte tellement en ROI derrière que ça vaut le coup de le faire. Il y a pas beaucoup d'entreprises qui ont quand même un blog orienté RH. Il n'y en a pas beaucoup. Même dans les entreprises de la taille de Foodles. Des sites carrières, tu en trouves. Et ils n'ont pas encore... Mais comme la newsletter candidat dont on parlait, je suis une ovni dans l'écosystème. Et encore une fois, c'est sans doute mon parcours market qui a fait que
Mais ça, c'est une tendance de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le recrutement, on se rend bien compte que nos candidats, ce sont nos clients, et donc on doit s'inspirer d'autres métiers, on doit s'inspirer du marketing, on doit s'inspirer des métiers sales, on doit s'inspirer des métiers créatifs. En fait, c'est une palette de compétences qui est dense, quoi. Ouais. Bah, tu vois, j'ai vu une entreprise récemment, là, qui est client d'ailleurs. Ils ont équipé toute leur équipe RH et recrutement de Canva. Tu vois, voilà. Je l'utilise tous les jours, ça ne coûte rien, ça. C'est pas un budget de ouf. Hein. C'est même en version payante. T'es à 135 € par an, tu vois. On n'est pas sur des budgets extraordinaires. Et par contre, ils se sont simplifiés la vie sur des templates, pour leur communication LinkedIn, pour charter un peu les offres d'emploi et arrêter de faire un truc un peu moche. Voilà. Et là, je me dis qu'il y a des choses à faire qui sont pas très compliquées, qui nécessitent effectivement d'oser sortir et puis de se dire, enfin, moi je vois Canva, moi j'utilise aussi un titre perso et pro, c'est pas très compliqué en fait, c'est super intuitif. C'est hyper intuitif. Voilà, c'est hyper intuitif. Il faut juste se plonger dedans, être un peu curieux, tester, avoir envie. Voilà. Ouais. Une fois qu'on a fait 2-3 bêtises, on les fait plus, comme tous les outils d'ailleurs. Et voilà. Mais je pense que ça c'est clé. Marque employeur, tu m'as parlé de LinkedIn. Oui. Tu me parles pas d'Instagram, de TikTok, etc. Alors est-ce que toi t'y crois pas? C'est quoi tes positions là-dessus? Les réseaux sociaux, si, moi j'y crois. La problématique que j'ai, c'est que je ne gère pas ces réseaux sociaux. C'est notre marketing qui gère ces réseaux sociaux. Donc, ils véhiculent des éléments de marque employeur. On a une réunion mensuelle avec le marketing pour parler à la fois d'employé advocacy et puis justement de tous les faits d'actualité qu'on souhaite proposer en marque employeur. Et donc, libre à eux ensuite de reprendre les thématiques sur Instagram ou sur LinkedIn, puisque c'est ce que je te disais, en fait, je ne suis pas en maîtrise de ces outils-là, de ces plateformes. On a une page Facebook qu'on n'utilise absolument pas. En revanche, on est sur YouTube. Et puis, on n'est pas encore sur TikTok, tu vois. Alors ça, c'est intéressant. Tu penses que toutes les entreprises doivent aller sur tous ces réseaux sociaux? Tous, pas forcément. Non. TikTok, ça te manque pas, toi, en tant que recruteur? Non, ça manque pas parce qu'on a d'autres leviers aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que j'utiliserai peut-être pas sur une campagne de recrutement de mes alternants. Sur une population un peu plus jeune. Enfin, en tout cas, encore une fois, il faut toujours repartir de tes personas et quelles sont mes cibles, comment je les adresse, sur quel canaux de communication, est-ce que oui ou non tel réseau est la plateforme sur laquelle je vais les retrouver. Voilà, j'ai pas la réponse pour tout le monde, mais effectivement, ça pourra correspondre à nos alternants, ça pourra peut-être correspondre à certains de nos métiers très terrain aussi. Mais je suis pas sûre que je trouve mes métiers sièges, si ce n'est le market, sur TikTok. Ok. Ouais. Voilà. Le temps tourne. J'avais une question peut-être sur une 4e tendance. Et ça, c'est pas toi, c'est moi. Oui. Et t'avoir ton avis là-dessus. Okay. Parce que t'en as pas parlé. Autour de la DEI, de la diversité, équité, inclusion. Ah oui. C'est parce que je me sens pas concernée. Ok, super. En plus, je confirme pas là pour le coup. Ou alors c'est tellement naturel au sein de Foodles que c'est plus un sujet. Ouais, c'est plus de cet ordre-là, mais je vais t'en parler. Mais voilà, moi j'ai encore le sentiment que c'est un véritable sujet en France. Oui. Que tout le monde n'a pas encore pris ces sujets-là à bras le corps et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Toi ta vision, qui connaît quand même l'écosystème RH, l'écosystème du recrutement au sens large. Non, je suis assez alignée avec ce que tu dis. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais sur tous les pans, que ce soit en termes de génération, donc avec l'emploi des seniors, avec les minorités existantes. Il y a aussi les parents en entreprise. Donc non, c'est des sujets qu'il faut traiter et qu'il faut prendre en considération. Je te disais, je me sens pas concernée parce que alors nous, on est signataire de la Charte de la diversité, on est aussi signataire de l'IDEA Pacte. Ok. Tu connais aussi Christelle, exactement. Donc ça fait qu'on est sensibilisé aussi à toutes ces causes-là et encore une fois, ça fait partie de notre ADN dans le cadre
notre volonté d'avoir un impact sociétal. Chez Foodles, on a 27 nationalités différentes, D'accord. par exemple. Tu vois. Donc dès les process de recrutement, on va faire très attention à utiliser de l'écriture inclusive. On va rementionner que toute personne qui présenterait un handicap est évidemment la bienvenue sur nos process. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans nos process ? Je me souviens très bien d'avoir eu des entretiens avec des malentendants où on va trouver le bon outil. De fait, on va passer plutôt sur une vidéo avec du sous-titrage pour qu'on puisse avoir une conversation. En fait, on va s'adapter aux personnes, quelles que soient les difficultés. Et donc cette notion d'inclusion-diversité nous concerne elle concerne tout le monde. Et il faut continuer les efforts et on peut faire mieux. Mais j'ai le sentiment effectivement qu'on a déjà des jalons qui sont posés. Après, je comprends que ça peut faire peur. C'est des sujets qui sont denses, qui sont multiples, qui sont pas faciles à aborder. Je pense que bon nombre d'entrepreneurs aussi ont peur d'aborder ces sujets et qui savent pas les prendre. Ils savent pas par quel chemin, quel bout commencer. Mais oui, ça reste un sujet d'actualité, c'est certain. Ok. Petite question que j'aurais, une question un peu finale là, sur les tendances, qui va s'adresser un peu aux plus jeunes qui nous écoutent ou aux gens qui sont en reconversion, parce que je sais qu'il y a des étudiants et des étudiantes d'école qui écoutent ce podcast. Et début 2025, ils vont commencer leur stage ou ils vont réfléchir à leur alternance pour septembre 2025. Quel message tu souhaiterais passer à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la fonction recrutement aujourd'hui ? Alors, il faudrait avoir sa première expérience, tu vois. Ouais, déjà, peu importe d'où ils viennent, qu'ils ne se mettent pas de frein. Je pense que la fonction de recruteur peut advenir de n'importe quel métier finalement et donc de n'importe quelle formation. Les formations en recrutement aujourd'hui sont rares. Toi-même, tu sais. Ouais. Donc, dans l'école, il y en a peu. Non. Après, c'est des formations complémentaires, type l'école de recrutement, je crois que type Blendy, etc. Quoi. Léo Bernard qui expliquait que au sein des écoles RH, le nombre d'heures qui sont dédiées au recrutement sont ridicules. Donc voilà. Donc déjà, pas de frein en fonction du métier initial ou de la formation initiale. Toutes les formations sont bonnes pour y arriver. Après, le cabinet est une bonne école. C'est souvent une porte d'entrée sur le secteur ou l'activité freelance parce que ça va te permettre de manipuler des outils différents, d'être dans des écosystèmes différents et donc de compiler de l'expérience. Et puis, pour débuter dans la profession, à mon sens, c'est indispensable aussi de se spécialiser dans un premier temps. En tout cas, d'avoir des cœurs de métier à accompagner pour être meilleur. Et une fois qu'on a ça, ça nous permet d'aller rayonner sur d'autres populations, d'autres métiers, et ensuite de se pencher un peu plus sur les outils, les process, Okay. et toutes les stratégies qu'on peut retrouver en matière de stratégie de recrutement. Ok, très clair. Merci. De rien. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter qui t'est arrivée avec un candidat, un hiring manager, un collab, quelque chose que tu n'as encore jamais avoué à un micro? Écoute, j'ai du mal à en trouver une qui ressort, tu vois, comme ça, okay. De fait, si ce n'est que dans l'anecdote professionnelle, on en a parlé déjà, mais et ça fait le lien avec ce que tu viens de me poser comme question avec ces étudiants, mais c'est vrai que moi je me suis longtemps cherchée. Dans mes expériences professionnelles, j'ai multiplié un nombre de métiers incalculable. J'ai eu des expériences relativement courtes, etc. À chaque fois parce que je changeais. Tu vois, quand tu passes d'une agence
digital, mais que tu passes sur de la pub, etc. Enfin, c'est pas du tout les mêmes métiers. Mais donc, je me suis beaucoup cherchée. Donc, j'ai un vrai parcours atypique de RH. Et le message que je voudrais passer à travers ça, c'est encore une fois qu'on peut être RH et atypique. C'est plus ça, voilà, avec une expertise qui se matérialise et qui s'apprend au fil des ans. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me conseillerais de rencontrer Alors oui, à ce micro, en tout cas, avec qui je devrais échanger? j'en ai 2 en tête. Je pense à Marjorie Boruel, qui est Talent and Culture Director chez Conto. Ok. Qui a aujourd'hui une fonction qui est un peu similaire à la mienne, mais dans un écosystème qui a encore grandi plus vite que nous. Et donc oui, Marjorie, je pense que c'est quelqu'un qui pourra te partager aussi beaucoup, à la fois sur des process de recrutement, sur la culture d'une entreprise, une culture forte. Et c'est quelqu'un qui englobe à la fois le volet recrutement, la marque employeur et la communication interne. Ok, oui. Voilà. Donc très large, ouais, effectivement. Donc, et c'est très rare sur le marché. Ouais, c'est pas le plus classique. Voilà. Ouais, non, ça c'est clair. Et la deuxième personne à laquelle je pense, c'est Catherine Testa, que tu connais certainement, qui travaille sur l'optimisme en entreprise et qui est autrice, conférencière, etc. C'est quelqu'un, moi, que j'ai rencontré à 2 reprises pour parler justement de l'optimisme en entreprise. Et je trouve qu'elle véhicule une image et des éléments qui sont très sains dans l'accueil aux émotions, etc. Donc là aussi, c'est des sujets qui sont importants en entreprise. Merci pour ces idées d'interview. Parce que tu vois, je ne connais pas ces 2 personnes, en quoi je ne les ai pas interviewées, ça c'est clair. Eh bien, tant mieux. Est-ce qu'il y a des podcasts que tu nous recommanderais? Alors, qui peuvent être RH ou pas, hein, pas forcément, parce que tu as le droit d'avoir une vie à côté. Hein. Ouais. Alors, moi, j'en suis plusieurs. Je ne vais pas tous les citer. Je ne citerai pas On n'a jamais fait comme ça, même si tu sais que. Voilà. Y en tu a le dis bien, hein, tu es avec le vrai nom et tout. Quoi. Il y a une private joke derrière, mais on ne dira pas laquelle. Non, sinon, moi, j'écoute beaucoup Yaniro, donc Alexiev. Ok, excellent podcast. Ouais, et tu vois, il y a 2 épisodes que j'ai particulièrement appréciés. C'est le 131 et le 101. Le 131, c'est Kevin Bouchareb. Donc, comment devenir champion de la rétention de talent. Et celui avec Mathieu Birache, CPO chez Doctolib. Donc voilà, ça c'est les deux qui m'ont plutôt marqué. Et j'aime beaucoup aussi les podcasts de Simonie Debec, Connecting Leader. Oui, ok. Voilà, donc ça c'est ceux que j'écoute. Bon, il y en a d'autres, il y a Tam Tam évidemment, avec Léo Bernard. Si on se suicide pas, Léo il va faire la tête. Ouais, Léo il va me faire la tête après, c'est vrai. Il est dans sa bonne vague en plus, faut continuer à le mettre sur son petit nuage. Depuis qu'il est écrivain. D'ailleurs, à propos d'écrivain, il y a un livre que tu me recommanderais de évidemment, lire. Évidemment, il y a un livre que je te recommanderais en matière de recrutement, c'est Permis de recruter qui vient de sortir. Donc Élise Moron. Il est sorti le 7 novembre. Il est sorti le 7 novembre. Donc Élise Moron et Léo Bernard qui font la formation Blendy, donc qui accompagnent les recruteurs de France dans leur apprentissage pour les rendre meilleurs. Et donc c'est enfin un livre qui regroupe toutes les bonnes pratiques, les meilleures pratiques du marché. Un livre hyper pragmatique avec des contenus avec lesquels je suis complètement alignée et c'est rare, donc je suis contente. C'est un concentré d'humour. Il y a 30 témoignages d'experts. Bon, allez, j'ai ma modeste contribution. Ah, t'es dedans ? Oui, à la page 348, j'ai eu ma petite dédicace, c'est très sympa. Et clairement, moi j'ai commencé à lire et je suis complètement... j'adore. Et vraiment à mettre entre toutes les mains à Noël de vos hiring managers et de vos recruteurs internes. Clairement. Je pense que s'il y a un livre à offrir, plutôt que d'offrir le énième cadeau inutile à Noël, il y en a un qui est utile. Ouais, donc, exactement. Et je les ai reçus à mon micro, tu vois, c'est l'épisode 63, Élise et Léo, et qui est sorti le 8 novembre, tu vois, qui est sorti il y a quelques semaines. Ok, top. Un grand merci. Un grand merci Aurore pour cet échange, pour ton temps. Si j'ai envie de piquer ta place, là, parce que maintenant qu'il y a un poste à pourvoir, comment on peut te contacter ? Via LinkedIn ? Ouais.
C'est le meilleur moyen. J'essaye. T'as des candidats qui doivent te solliciter? J'ai beaucoup de candidats. Quand on m'envoie juste un ping et qu'on veut me rejoindre, là, j'avoue, je suis très en retard. Okay. Si j'ai un email, il y a plus de chances que je le vois. Okay. et puis sinon, la meilleure option reste le site carrière. Oui. Quitte à me mettre un petit coucou dans la lettre de motivation. Hey, coucou, je t'ai entendu et je sais que tu recrutes et je suis vraiment très, très intéressée. Bon, bah là, je me pencherai sur la question. Et si je suis cabinet de recrutement, je te contacte pas? T'as déjà ce qu'il faut? J'ai ce qu'il faut. Parce que tu dois être un peu sollicité, j'imagine. Surtout en ce moment, malheureusement, pour le marché. Effectivement, je n'ai pas besoin de cabinet de recrutement. Mais c'est important de le dire. Voilà, oui. C'est pas anti-cabinet. C'est pas anti-cabinet, parce qu'on peut en avoir besoin ponctuellement, mais effectivement, en l'occurrence, sur ce poste-là, je n'en aurais pas besoin. Je pense que ce poste-là, tu dois trouver. Ouais. Oui, avec la culture, la notoriété de Foodles sur Paris. On devrait y arriver. Je pense que tu devrais y arriver, ouais. Mais le challenge est de trouver quelqu'un qui sera meilleur que moi. Voilà. Et c'est ce qu'on me demande. Ouais. mais c'est de monter et puis Exactement. Et puis qui va rester aussi dans la durée. Et qui pourra venir challenger tout ce qui a été mis en place, venir optimiser. Moi, je ne demande que ça, qu'on vienne bousculer tout ce que j'ai mis. Okay. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci aussi pour ton accueil. Merci aussi pour ce déjeuner. Voilà, j'aime bien la nourriture. Et j'ai très bien mangé et très sainement mangé chez Foodles. Merci à tout le monde. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!